Beaucoup l'ont dit hein, qu'aujourd'hui, il y a une politique anti-française au Tchad ou en Afrique. Mais non, ce n'est pas une politique anti-française. Comme disait quelqu'un, c'est un sentiment donc pro-africain. Les Africains disent que bon, on t'aime bien, mais on se préfère. Il n'y a rien de mal. Se préférer ne veut pas dire que je déteste l'autre, mais demande juste à l'autre de mettre un peu de l'eau dans son vin. Chanter la démocratie chez soi, c'est une bonne chose. Mais chez le voisin, il faut aussi chanter la même démocratie. Je viens de penser à une question que je n'ai pas préparée, mais je vais te la poser. C'est juste oui ou non. Seras-tu candidat aux législatives prochaines? Euh, Mesdames et vous tous, messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous voyez. Bienvenue sur Blédard Podcast pour ceux qui nous voient pour la première fois. Bon retour pour ceux qui sont des habitués. C'est un honneur, c'est toujours un privilège pour moi de retrouver tous ceux qui nous regardent. Et aujourd'hui, c'est un plaisir parce que, comme à notre habitude, on aime parler d'Afrique, on aime parler du Tchad et de ses fils surtout. Ceux qui ont des parcours riches, ont des perspectives intéressantes, ceux qui, à travers cette communication, ont la possibilité d'apporter quelque chose à notre audience. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Blédard Podcast Monsieur Ndinga Ndjegelbaye. Je dis juste son nom et je lui donnerai l'occasion de présenter ses multiples facettes, ses multiples casquettes et tout ce qu'il fait. Donc, bonjour et bienvenue sur Blédard Podcast. Écoute, Eric, bonjour. Bonjour, merci en tout cas pour l'invitation. Je suis très content d'être là et mes encouragements pour tout ce que tu fais dans ce milieu-là qui est complètement désertique au Tchad. Merci beaucoup. J'ai dit le nom tout à l'heure. Peux-tu nous dire qui tu es et quelles sont tes multiples casquettes que j'ai évoquées tout à l'heure? Alors, moi, je suis Ndinga Ndjegelmbaye, hein, je suis un Tchadien, comme on le dit, de la tête aux pieds. Un fils du Tchad né à Moundou, grandi à Moundou, et donc qui a eu un parcours académique, sinon scolaire, dans cette même ville et qui a pris l'envol comme tout autre Tchadien pour aller chercher une formation ailleurs. Et donc, j'ai fini en tant que juriste. J'ai donc fait un premier master en Afrique en droit de l'homme et droit international. Après quoi, je suis venu en France continuer donc les études pour chercher à être plus compétitif sur le marché, bien sûr. Donc, du coup, j'ai fait un master en droit international et droit européen avec une spécialité en justice pénale internationale. Et aujourd'hui, je suis foncièrement ancré dans la politique, ce qui est peut-être contraire à ce que j'ai fait comme parcours, mais c'est dans l'objectif, en tout cas, d'atteindre les résultats que j'ai voulu à travers mon parcours académique. Aujourd'hui, je suis complètement dans la politique à plein pied. D'accord. Voilà. Je vais revenir sur le parcours académique, tu l'as survolé, mais D'accord. je veux des noms d'écoles de Mundun, N'Djamena et puis la France. Je D'accord. pense que oui, c'est des tracés assez vagues, je vais dire, à mon sens. Oui. Mais est-ce que tu peux nous donner des écoles, où est-ce que tu étais, Mhm. comment ça s'est passé, un peu plus en détail, parce que il y a des gens de Mundou qui nous écoutent. Oui. On s'assure que ça passe sur la radio Karuba. Donc, ils nous écoutent. Il y a des jeunes peut-être qui sont dans les communautés, qui vont se Oui. rappeler des écoles dont tu parles Mhm. et Mhm. de tout ça. Donc, peut-être que ça les motivera pour qu'un jour ils se retrouvent comme c'est le cas ici. Donc, peux-tu nous donner plus de détails sur ton Ouais, mais parcours? avec plaisir, hein, avec plaisir. Moi, à Mondou, donc j'ai commencé à l'école primaire, à Mm. l'école Rizière, que tout le monde connaît, hein. Et après quoi, j'ai fait Jimmy Carter et CG numéro 1, où j'ai fait le collège. Après quoi, j'ai fait le lycée, au lycée Adoumdala de Mondou, un lycée renommé que voilà, les Tchadiens en souviennent toujours et qui continue à former en tout cas nos frères et nos sœurs tchadiens. Euh, Après donc l'obtention de mon bac au Tchad, du coup, j'ai traversé le Tchad pour venir au Nigeria pour apprendre la langue anglaise parce qu'elle est fondamentale si on veut aller loin dans les études. L'anglais est indispensable. Du coup, j'ai fait une sorte de bain en anglais au Nigeria. Après quoi, j'ai continué donc en Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, un pays que j'ai bien aimé à cause de son histoire, à cause de son leader qui est donc Sékou Touré, celui-là qui a marqué l'Afrique de par sa résistance, de par la protection de sa dignité à lui et la dignité de son peuple. Du coup, j'ai choisi ce pays dans lequel je suis parti étudier
où j'ai étudié de la licence jusqu'au niveau master. Un pays dans lequel je suis resté, donc enseigné en tant qu'enseignant de droit, en ma qualité de juriste, bien sûr, où j'ai enseigné les étudiants en première et en troisième année, tout ce qui concerne les libertés fondamentales, tout ce qui concerne la pratique des tribunaux, le droit civil et tout ça. Et après ce parcours, eh ben, j'ai donc continué en France pour l'Université de Lille, où je m'étais réinscrit donc en Master 1 en droit international et droit européen. Et après, j'ai choisi une spécialité, bien sûr, en justice pénale internationale. Donc, voici, entre autres, les différents établissements. Et ben, au-delà, j'ai aussi fait un DU donc, en aide humanitaire et développement à l'Université de Pau. Voilà, ici, toujours ici en France. Voilà. Avant d'aller sur ton côté professionnel, j'ai le sentiment que c'est comme si tu te remettais en question, tu as choisi de revenir à l'école encore et encore et de te former. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Euh, je ne me remets pas en cause, mais je veux me donner tous les arguments et tous les éléments de réussir ce que je veux faire dans la vie. D'accord. Vous savez, le monde est en compétition et apprendre et apprendre à nouveau, c'est toujours bien. J'ai choisi de revenir encore faire un autre master pour avoir une vue globale du système international. Certes, j'ai fait un master en droit international et droit de l'homme en Guinée, mais il m'a semblé important et nécessaire donc de venir ici en France, faire un master en droit européen. Les gens disaient, mais attends, tu es un Africain, qu'est-ce que tu fais avec un master en droit européen? Vous avez vu les spécialistes du Tchad, des spécialistes du Cameroun ou bien du Congo, mais est-ce que vous avez vu un Africain qui est un spécialiste de l'Union européenne ou bien du droit européen? Non, il n'y en a pratiquement pas. Donc, le monde s'ouvre. On est dans un village et aujourd'hui, tout le monde voit ce que l'autre fait. Donc, pourquoi ne pas aller au-delà de nos limites, se donner plus de moyens, se donner plus euh, de l'intelligence, de la connaissance pour aller plus loin. Donc, ce sont ces éléments qui m'ont donc boosté à venir étudier ici en France. Et c'était pas aussi une sorte de promenade. C'est un choix difficile. Mhm. Difficile parce que j'ai dit difficile parce que je sais ce que j'ai parcouru. Mhm. J'ai dû passer de serpillère pour m'inscrire à l'école. Mhm. J'ai dû travailler du matin au soir pour avoir de quoi à me nourrir ou à payer mon loyer sans une bourse quelconque. Mhm. Et je suis descendu ici en France. Quand j'étais descendu de l'avion, j'avais 273 euros dans ma poche. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer et de persévérer et de valider mon master en 2 ans, comme tout autre, ceux qui avaient même les bourses et tout ça. Mais j'ai tenu bon pour valider mon année avec brio et j'ai soutenu mon master avec une mention très bien. Donc, c'est pour dire par là que tout est possible. Je peux venir de Mondou, mais réussir à l'Université de Lille. Ça, c'est une possibilité aussi. Ok. Voilà. Ça, c'est pour tous ceux qui nous écoutent. Il faut qu'ils soient encouragés Oui, par ces mots que tu viens de dire, notamment pour les inspirer à simplement se battre pour les rêves qu'ils ont. absolument, oui. Euh, Quand on écoute ton parcours, on a l'impression que la trajectoire normale serait d'aller à la haie ou, ou même dans d'autres institutions internationales, mais tu as fait le choix aujourd'hui, en tout cas dans tes dernières fonctions, de vraiment te concentrer sur la politique et au Tchad. Y a-t-il une raison à cela? Est-ce que c'est simplement parce que c'est la connaissance juridique ou ton domaine d'expertise qui a fait naître ce besoin-là d'impacter le Tchad de cette façon, ou simplement parce que c'était le bon moment, peut-être une combinaison de facteurs qui t'a amené là-bas? Tu sais, Eric, moi, je suis quelqu'un qui est foncièrement attaché aux valeurs de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la transparence aussi, de manière générale, donc les droits de l'homme et tout ce qui va avec. Euh, En 2018, comme tout autre Tchadien hein, qui aspire à un changement, j'ai donc accepté d'accompagner très vite, aux premières heures, le leader de mon parti politique, Dr Massa Succès, qui m'a fait appel à ses côtés pour aller lancer le mouvement des transformateurs. Et je n'ai pas réfléchi par deux fois pour m'engager parce que
je me suis dit qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut avoir toutes les expertises du monde, ça ne serait pas suffisant d'impacter positivement sur le territoire. Mhm. Parce que ce qui impacte aujourd'hui dans la vie des Tchadiens, c'est de la politique. Mhm. Donc, si je peux être un expert en gouvernance, ce n'est pas ça qui va apporter de la bonne gouvernance au Tchad. Mhm. Donc, je me suis dit qu'en m'engageant en politique, je peux me donner les leviers pour agir sur le terrain moi-même, pour apporter le changement que je veux dans mon pays. Donc, voici la raison fondamentale qui m'a poussé à mettre pratiquement de côté mon parcours de juriste pour être plus politique. Mhm. Déjà, dans le parti, je suis le conseiller à la stratégie. Mhm. Et je ne suis pas le conseiller juridique ou Mhm. quoi que ce soit, je suis le conseiller à la stratégie. Donc, c'est dans le besoin donc, de répondre à, à ce défi-là, le défi des changements. Mhm. On ne peut pas vouloir le changement et ne pas être soi-même ce changement qu'on veut dans Mhm. le pays. Mhm. Être un exemple, avoir des outils. Mhm. Et Dieu merci, euh, les mois passés, on a eu la chance de toucher du doigt Mhm. la réalité tchadienne. Mhm. Euh, en passant à la primature, où le Premier ministre Massa Succès, donc l'ex-Premier ministre, m'a fait confiance en m'appelant à ses côtés comme son conseiller spécial. Mhm. Et tout le reste, ça m'a permis de connaître le Tchad en profondeur. Mhm. Pas le Tchad géographique, mais le Tchad administratif. Mhm. Voilà. Et justement, en parlant de ton expérience à la primature, je me suis toujours posé comme question, lorsque je vois j'ai vu ton nom et d'autres personnes d'ailleurs, conseiller chargé de mission, en général, nous, on ne sait pas ce que vous faites. Donc, pratiquement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un conseiller à la primature chargé de mission fait au quotidien? Est-ce que tu as continué un peu euh, tes missions de vision stratégique à la primature ou simplement c'était complètement d'autres missions au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la vision que tu apportes à la primature? Alors, moi, j'étais conseiller spécial. Mm. Voilà. Conseiller spécial, dans spécial, tu mets ce que tu veux, mais c'est mettre en œuvre, sinon exécuter certaines demandes, je veux dire, certains exercices qui sont demandés directement par le Premier ministre. Mm. Parce que les conseils spéciaux dépendent directement du Premier ministre. Donc, il y a des questions sur lesquelles le Premier ministre aborde un conseiller spécial Mhm. pour demander son avis. Mm. Euh, le conseiller chargé de mission, lui aussi, c'est un conseiller spécialisé Mhm. qui est là, qui attend à ce que le Premier ministre l'oriente, en tout cas, des dossiers Mhm. qu'il doit traiter. Mhm. Parce que, mine de rien, il y a les conseillers spéciaux, Mhm. il y a des conseillers chargés de mission, OK. il y a des conseillers techniques. D'accord. Les conseillers techniques, c'est dans un domaine donné. Ça peut Mhm. être conseiller à l'enseignement supérieur, Mhm. conseiller à la santé, et cela, on n'oriente que les dossiers donc, relatifs à leur expertise et tout le reste. Mais le conseil spécial, je pense, c'est un poste plus politique, OK. voilà, que OK. technique. D'accord. Et c'est plus politique. Pareil avec un conseiller chargé de mission Mhm. qui n'est-ce pas, attend la demande expresse du Premier ministre ou bien du directeur de cabinet du Premier ministre pour mettre en œuvre la politique du chef du gouvernement. D'accord. Au-delà de ta personne et de beaucoup de personnes qui étaient plutôt jeunes qui ont accédé à ces fonctions avec des visions et des plans qui, à mon sens, sont plus en adéquation avec l'époque et puis les aspirations du peuple tchadien qui est essentiellement jeune. Il y a beaucoup de personnes qui semblent ont postulé lorsqu'il était question d'ouvrir la primature à des profils différents qui avaient la possibilité de postuler directement. Est-ce que tu peux nous dire l'engouement que cela a créé, cette initiative, par exemple, de, de, euh, d'ouvrir un peu le recrutement à la primature à des gens que le Premier ministre ou même l'équipe qui est arrivée ne connaissait pas forcément, Mhm, mais qui peut-être étaient cachés quelque part et qui peuvent être intéressants à différentes fonctions. mhm. L'engouement, je peux nous parler d'abord de l'engouement et ensuite, est-ce que cela, à ton sens, cela indique l'envie de tout le monde vraiment de participer à la gestion du Tchad? Écoute, moi je pense que déjà à travers l'appel à candidature pour rejoindre le cabinet du président qui a été lancé, du Premier ministre, j'ai envie de dire, qui a été lancé, euh, nous avons constaté un engouement énorme. Énorme parce que on a senti à travers cet engouement le patriotisme des Italiens. Se servir son pays est un privilège.
Et les Tchadiens l'ont prouvé à travers le nombre de candidatures reçues pour les différents postes de responsabilité au niveau de cette institution-là. Euh, les, les jeunes Tchadiens qui ont postulé, beaucoup ont postulé, il y en a qui ont été retenus pour travailler à la primature Mhm. sans que le Premier ministre ne le connaisse ni d'Adam et ni Mhm. d'Ève, comme on le dit. Mhm. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons besoin de ramener un changement, une nouvelle manière de faire, Mhm. une méthode nouvelle, en tout cas pour faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique pour servir, par exemple, à la primature, parce que c'est une pratique, en tout cas dans ce pays-là. Pour que chaque Premier ministre qui arrive, du coup, choisit uniquement les membres de son clan politique pour l'accompagner dans l'exécution de ses tâches. Mhm. Alors que le rôle administratif d'un citoyen ne se limite pas à une appartenance à un parti politique. Mhm. Donc, à travers cela, le Premier ministre voulait donc dire que tout le monde peut servir le pays. Mhm. Peu importe votre manière de concevoir la politique de celui qui est là aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour votre pays? Mhm. Quelles sont vos expériences? Quelles sont vos expertises? Est-ce que vous pensez qu'en venant à ses côtés, vous allez l'aider à atteindre donc son programme de gouvernement qu'il a présenté devant le Parlement? D'accord. Et en parlant de vision et de plan qui a été mis sur pied, ou en tout cas qui a été présenté à l'Assemblée et qui avait des tentatives de mise sur pied, mais vu le délai, je ne pense pas que c'était possible de l'exécuter en 5 mois. Oui. Il y a une des choses qui m'a marqué, du moins dans l'intervalle de 6 mois, c'est la mission du Premier ministre à Washington et à Paris. C'est-à-dire cette tournée internationale-là, ça m'a semblé nouveau. Mhm. Ce qui m'a semblé nouveau dans ce périple, c'était justement qu'on ne m'avait jamais, soit c'était chaque fois qu'on voyait que nos officiels se déplaçaient, c'était vraiment comme si c'était des missions officielles, c'était des choses, mais on a un peu eu un regard sur des accords qui ont été signés, qui ont été présentés. Il y a une certaine vision euh, il y a eu beaucoup de pédagogie, en tout cas dans l'approche. On a vu que quelque chose se passait, on voyait pourquoi. Il y a eu une communication, en tout cas très claire autour des rencontres, des partenariats qui ont été signés, ce qui est inhabituel dans le contexte du Tchad. Et ici, en France aussi, on a eu la rencontre avec le Premier ministre ici et des échanges qui ont eu lieu. Bon, en général, on n'a pas accès aux échanges, ce qui est normal. Oui. Euh, Quel est ton regard? Déjà, il y a ton parcours personnel qui fait que tu es parti du Tchad, tu as étudié et travaillé un peu en Guinée, en République de Guinée. Tu as étudié et travaillé en France, tu es rentré différent. Vraiment, c'est vraiment une évolution qui est très intéressante, mais qui te fait un peu avoir les pieds dans un peu deux mondes. Quelle est Oui. ta lecture de cette perspective ou des rapports franco-tchadiens déjà, au vu de ton expérience personnelle d'abord entre les deux pays, mais aussi à travers les fonctions que tu as utilisées, que tu as occupées, pardon. Quel est ton regard, surtout en prenant en compte qu'il y a comme une remise en question énorme de ce qui du rapport que la France a avec les pays africains? Alors, la question de la politique française en Afrique, de manière générale, hein, est une question brûlante. Mm. Brûlante, je veux dire, brûlante qui interpelle pratiquement toutes les nations africaines et tous les pays d'ailleurs. Mais il faut peut-être prendre cette question avec beaucoup de recul pour l'étudier, hein, sans passion. Ouais, C'est important. je suis d'accord. Parce qu'on est plus dans la passion Mm. et dans du populisme, ce qui ne permet pas forcément de pousser des analyses bien objectives pour avoir quelque chose de plus constructif. Voilà. Euh, il y a un rejet de la politique française, de l'ancienne politique française qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Cela ne veut pas dire que les nouvelles générations sont contre la France ou rejettent la France. La France était partenaire historique du Tchad Mhm. et de beaucoup de pays africains. Ce que la demande des Africains, c'est changer votre manière de faire. Parce qu'on est quand même au 21e siècle. Mhm. Est-ce que les choses doivent continuer comme avant? Est-ce que les choses ne doivent pas peut-être évoluer un peu? Mhm. Est-ce que tout ce qu'on doit faire ne doit pas répondre plus aux aspirations de nos peuples qu'aux aspirations de quelques individus qui Mhm. maintiennent le peuple, par exemple, dans l'anarchie? Mhm. Vous voyez? Ouais. Donc, ces questions sont posées et ces questions sont légitimes. Mhm. La France, comme beaucoup l'ont dit, hein, qu'aujourd'hui, il y a une politique anti-française au Tchad ou en Afrique.
Mais non, ce n'est pas une politique anti-française. Comme disait quelqu'un, c'est une politique, un sentiment donc pro-africain. Les Africains disent que bon, on t'aime bien, mais on se préfère. Il n'y a rien de mal. Se préférer ne veut pas dire que je déteste l'autre, mais je demande juste à l'autre de mettre un peu de l'eau dans son vin, pour ceux qui prennent du vin, bien sûr, de mettre l'eau dans leur vin ou bien de mettre un peu d'eau dans leur bissap, que les choses puissent s'améliorer. On ne peut pas être chantre de la démocratie chez soi et être le maître de cœur d'une dictature ailleurs. C'est pas possible. Donc, aujourd'hui, il faut peut-être rabattre les cartes. Prendre en considération la demande, en tout cas croissante, des nouvelles générations qui sont décomplexées, il faut le dire, et qui veulent un rapport d'égal à égal, un rapport gagnant-gagnant, où votre peuple jouit et mon peuple aussi jouit. Les relations dans lesquelles où il y a une partie qui jouit et une partie qui gémit, ces relations-là, on doit être capable de les mettre de côté pour que les deux parties puissent jouir. Voilà. Et à mon sens, on sent quand même une certaine évolution dans la politique française parce qu'il y a par exemple les mobilités sur le plan culturel. On sent que dans le contexte tchadien spécialement, ça s'est plus ou moins intensifié. Il y a beaucoup plus d'interactions. Dans le domaine économique et d'investissement, on a des gens il y a plus d'entreprises qui ont plus accès au marché français et vice-versa. Sans entrer effectivement dans les confidences, est-ce que, à ton sens, est-ce que tu as le sentiment que cette expression africaine de on se préfère, est-ce que tu penses que ça impacte la politique française? Est-ce que tu as le sens que sur le plan politique, il y a un peu de changement du côté de la France par rapport aux réactions? Je ne vois pas trop de changements. D'accord. Pas trop de changements. Comme tu l'as dit, hein, il y a peut-être une amélioration dans certains secteurs. Parce que le Tchad est un pays qui était complètement isolé aussi, il faut le dire, hein. Aujourd'hui, on sent que les jeunes Tchadiens ont des possibilités de sortir, aller chercher une connaissance meilleure ici en Europe, ici en France, de manière bien plus précise. Mais beaucoup de choses n'ont pas vraiment changé. La politique étrangère d'un pays ne se dessine pas, ne change pas en 2 jours, en 3 jours. Non, ça demande un temps. Il faut peut-être même une décennie pour redéfinir, redessiner donc la politique africaine de la France. Et la France est un grand pays qui écoute aussi et tiendra donc compte de tous ces éléments-là pour mettre en place une nouvelle stratégie pour mieux collaborer avec ces nouvelles générations-là. Mais jusque-là, pour moi, en tout cas, il y a pas vraiment trop de changements. Heu, Comme je l'ai dit tout à l'heure, chanter la démocratie chez soi, c'est une bonne chose. Mais chez le voisin, il faut aussi chanter la même démocratie. C'est D'accord. important. D'accord. On va revenir sur ta casquette politique qui est désormais ton expertise et on va dire ton activité principale est essentiellement politique. Mais si tu es un homme politique, c'est comme tu l'as dit tantôt par rapport à ton adhésion et au rôle très important que tu joues au sein du Parti Les Transformateurs. Euh, Ça fait quasiment une décennie que l'arrivée et la prise de pouvoir, je vais dire, du mouvement des transformateurs au Tchad a vraiment chamboulé tout le champ politique et aujourd'hui, c'est devenu le parti principal en termes on a l'impression qu'il n'y a que deux partis, en fait, au Tchad. Et donc, ça, c'est un chapeau pour le mouvement des transformateurs, le parti. Le mouvement est resté parce que j'ai le sentiment que ça illustre mieux la tendance. Ça peut être un parti, mais si c'est un mouvement, il évolue, il s'adapte, Oui. il s'agrandit aussi. Donc, si tu dois faire ton analyse depuis ton adhésion, quel est ton regard sur une sorte de bilan personnel du mouvement qui est en place et l'impact qu'il a eu et ce qu'il représente aujourd'hui? Ouais. Alors, nous avons lancé les transformateurs pour apporter un vent nouveau. Notre premier leader a l'habitude de le dire que nous ne sommes pas une opposition, nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous sommes plutôt un parti de proposition. Donc, nous sommes des transformateurs. Autrement dit, on fait des propositions pour améliorer les conditions de vie. Si cela était suffisant pour changer les choses, on serait resté mouvement sans être transformé en parti politique. Mais à un moment donné, il faut avoir les leviers pour agir. Agir concrètement pour changer la vie donc des citoyens. C'est dans cette optique que on a donc transformé le mouvement en parti politique. Mais le mouvement en soi, c'est une idéologie qui doit évoluer et qui s'adapte dans le temps.
Les Tchadiens ont très vite adopté le premier leader Mhm. et la vision des transformateurs. Et ça, il faut rendre ça au peuple. Mhm. Ce peuple qui était assoiffé donc du changement, Mhm. qui a vu venir un vent nouveau, une idéologie en tout cas nouvelle qui permet donc de changer sa vie, ses conditions de vie. Mhm. Ce peuple-là a donc vite adopté la vision et a accompagné cette vision-là jusque-là. Mhm. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres partis politiques. Il y a d'autres partis politiques qui existent. Maintenant, c'est l'impact réel sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui la principale force politique. Mhm. Ce n'est pas par prétention, c'est ce qui existe, c'est ce qui est. On l'a constaté lors de l'élection présidentielle passée et tout cela. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas occuper la première place de l'opposition, comme on a l'habitude de le dire. Non, ce que nous voulons, c'est le changement dans la vie des Tchadiens. Vous savez, le Tchad vient tellement de loin, au point où nous sommes parvenus, il nous faut euh, avoir dans le cœur l'envie d'apporter des changements dans la vie des Tchadiens. Mhm. Qu'on soit transformateur, qu'on soit MPS ou Tchad Uni Mhm. ou UNDR, ce que les Tchadiens demandent, ce n'est pas si tu es d'un parti politique ou tu appartiens au clan, au pouvoir. Mhm. Non. Qu'est-ce que vous faites pour changer nos conditions de vie? Et ça, les politiques doivent être capables de s'asseoir et dire que mettons de côté nos égaux. Notre pays est tellement en retard dans la sous-région, comme en Afrique. Hein. On est tellement en retard sur beaucoup d'aspects qu'à un moment donné, on doit taire nos égaux pour pouvoir travailler et faire avancer ce pays-là. Ne serait-ce que faire 2 pas. Parce que ça fait plusieurs années Mhm. qu'on ne fait même pas un seul pas. Donc, si on a eu de l'impact, mais je ne sais pas si on en a vraiment assez eu pour impacter dans la vie des Tchadiens. Mhm. Tant qu'on n'a pas les leviers de Mhm. pouvoir pour Mhm. agir directement dans la vie des Tchadiens, Mhm. ça démarre une lutte, elle continue, mais nous voulons faire plus que ça. Mhm. Nous voulons que demain, pendant la saison de pluie, qu'il n'y ait pas d'inondation, par exemple. Mhm. Nous voulons que pendant la saison, dans toute l'année, qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, par Mhm. exemple. Ah, nous voulons que nos enfants ne restent pas à la maison bah, à cause des grèves, Mhm. disons ça, par exemple. Ou Mhm. bien nous ne voulons pas voir nos mamans et nos sœurs mourir en donnant la vie dans les hôpitaux. C'est ce qui est fréquent aujourd'hui. Quand Mhm. tu entends un hôpital comme Mère et l'enfant, on te dit que c'est mère ou l'enfant. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de sauver juste une personne entre les deux, soit le bébé, Mhm. soit la mère. Et ça, c'est quand même triste et très malheureux. On doit regarder tout cela, Mhm. trouver des solutions d'ensemble et soulager ce peuple-là qui a fait une forte demande de changement Mhm. lors de l'élection présidentielle passée. OK. Et il faut rappeler que justement l'élection est bien avant l'élection, et je peux poser cette question à cause du stratège du parti que tu es. Est-ce que euh, le fait, je parle de la gestion de la primature, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été qualifiées déjà par le président, que je ne vais pas revenir dessus, mais il y a eu des analyses par rapport à la décision de dire oui, je veux participer à la gestion du Tchad en prenant ce poste. Et il y a eu des retours par rapport à quelles étaient les difficultés qui ont été mises sur le chemin de la gestion du Tchad. On a eu des audios, on a eu plein de choses qui se sont passées. Et dans l'introduction, tu avais dit justement que ça a permis de plus maîtriser le Tchad administratif. Si tu dois faire un regard euh, par rapport à cette période-là, est-ce que tu as le sentiment que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était utile? Surtout que ça refroidit certaines personnes qui hésitaient, et puis ça, il y a des gens qui ont été refroidis, il y a des gens qui ont compris un peu la raison pour laquelle il fallait passer par là. Est-ce que tu penses que c'était vraiment en termes stratégiques, c'était la bonne chose à faire à ce moment-là? Quel est ton sentiment? Vous savez, la nature a horreur du vide. Moi, je vais plutôt répondre à la forme interrogative. Hein. Ceux qui disaient que le président succès n'aurait pas dû accepter de rentrer déjà au Tchad Mhm. et de tendre la main pour être à la primature, est-ce qu'ils avaient une solution pour son retour de l'exil?
Je ne pense Là est la pas, non. question. Non. Personne n'avait donc une stratégie pour lui permettre de revenir. Quelqu'un sur qui pesait un mandat d'arrêt international. Quelqu'un qui est sorti du pays suite à un événement aussi tragique qui a coûté la vie à au moins 300 Tchadiens et qui décide enfin, malgré tout, c'est un Mandela-File, malgré tout, il faut mettre le pays en avant. Le pays d'abord. Et donc, si ton frère a péché aujourd'hui et que demain il te dit, hier, j'ai péché contre toi, mais s'il te plaît, reviens à la maison, travaillons, rendons cette maison belle. Est-ce que tu ne viendras pas? Si ton ambition, c'est vraiment de construire cette maison avec ton frère, est-ce que hier il t'a giflé qu'aujourd'hui tu as refusé de rentrer dans cette maison pour l'aider à construire cette maison-là? Le président successivement sera accepté de rentrer pour soulager le peuple, pour apaiser les cœurs, pour aussi rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la liberté, pour la démocratie dans ce pays-là. Rentrer à la primature, prendre les rênes de la primature pour travailler aux côtés de son frère, comme il l'a appelé, le copilote, euh, en réalité, c'est pour envoyer un message aux Tchadiens. Dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et dire qu'il faut travailler pour le pays. L'opposition pour l'opposition, c'est une chose, mais l'opposition constructive, c'est celle-là qui est donc agissante. C'est dans cette optique que le président a accepté, sinon le parti a accepté de rentrer. Et cela a permis aussi, vous avez vu que l'accord de Kinshasa a permis de libérer tous ceux qui étaient en prison, aussi de rendre le casier judiciaire vierge parce qu'ils étaient condamnés à tort, par exemple, à certaines peines. C'était le pas à faire. Ok. Si ce n'est pas ça, alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il serait encore dehors jusqu'aujourd'hui. Les élections seraient passées. On va élire un autre président et il va demeurer un éternel président d'un parti politique exilé qui va de pays en pays. Est-ce que c'est cela l'ambition des transformateurs? Non. Notre ambition, c'est d'impacter la vie des Tchadiens. Et pour ça, nous sommes obligés d'être sur le terrain. Ça doit se faire avec nous parce que nous sommes aussi des Tchadiens. Cette lutte-là, on l'a commencée. Ce n'est pas pour s'arrêter aujourd'hui. Elle prendra 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais une lutte politique est une course de fond, pas une course de vitesse. D'accord. Et pour rester toujours dans l'action des transformateurs, il y a la convention qui arrive bientôt. Et je pense que les décisions, ou en tout cas les résolutions qui sortiront de cette convention-là, sont de nature à continuer d'impacter et peut-être même redessiner le paysage politique tchadien. Quel est, à ton sens, quels sont les axes qui devraient être, qui peut-être seraient, que tu proposerais pour qu'on puisse accentuer des actions dans ceci, dans telle ou telle autre direction? Effectivement, ce sera la convention à décider, mais déjà en termes de propositions, quels sont les axes que tu penses devraient être définis un peu? Alors, nous sommes un parti jeune, hein, très jeune, mais peut-être vieux dans son apparence à cause de son impact et son ancrage national. Nous n'avons pas eu l'occasion donc d'organiser ni un congrès, ni un conseil national, ni une convention à cause de tout ce qu'on a vécu avant d'avoir l'autorisation de fonctionner en tant que parti politique. Aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est d'écouter notre base. Ça, c'est ce qui est fondamental. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec les Agora. Localement, dans les provinces, les transformateurs font des discussions et ces discussions vont aboutir à des recommandations qui seront donc rassemblées dans la capitale au sein du siège national pour pouvoir être étudiées et cela va permettre donc d'organiser la grande convention qui va réunir tous les transformateurs de tout le pays. Donc, nous voulons partir de la base pour écouter pendant tout ce temps. Qu'est-ce que vous pensez que nous devons améliorer pour que notre parti aille mieux? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour être plus efficace pour notre pays et pour notre peuple? Est-ce que jusque-là, nos décisions ont aidé à faire avancer la lutte ou bien il y a des choses à modifier, par exemple? Donc, voici des choses qu'il faut mettre sur la table,
Mais il faut demander au peuple, il faut demander à la base, parce que c'est elle qui constitue la racine du parti. Mhm. Parce que la tête est là, certes, mais une tête sans racine, ça va nulle part. Mhm. Et du coup, la racine là alimente la tête et la tête agit. Aujourd'hui, nous, on n'a pas la prétention de dire voici les choses qu'il faut faire pour améliorer le parti et tout le reste, mais on veut demander à notre peuple qu'est-ce que vous voulez qu'on change pour aller mieux demain. Mhm. Et ce peuple va répondre et la Convention va décider des choses à faire, des choses à remettre en question, à améliorer et à se redynamiser mutuellement, se donner de l'énergie pour continuer la lutte. Voilà. D'accord. Et je suis convaincu que l'une des thématiques, ce seront les législatives qui arrivent en fin d'année. Il y a eu beaucoup de discussions déjà sur l'opportunité de son organisation en cette période. Il y a eu des débats autour de la définition des différentes, c'est la découpe administrative ou je sais pas comment appeler ça. Et donc, quel est ton regard sur tout cet aspect de choses, tout ce débat qui est en train d'avoir lieu et qui est légitime? Et on a l'impression qu'on avance deux pas, on recule de deux pas et parfois on est très confus. Maintenant, quelle est ton analyse sur euh, juste ton opinion? Je veux juste savoir qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là? Alors, moi, je pense que les élections à venir, hein, il n'y a pas que les législatives, hein, c'est les élections législatives, sénatoriales, provinciales, communales, tout ce qui est local. Mhm. Donc, je pense que c'est la plus grande élection pour moi. Mhm. L'élection présidentielle, certes, elle est la mère des élections, peut-être, mais pour moi, la mère des élections, c'est les élections locales, parce que ça s'adresse directement au peuple, à la population de manière directe. Mhm. Parce que ceux qui seront élus donc par cette population-là travailleront pour cette population-là. D'accord? Euh, je pense qu'on est parti très vite en besoin en validant les textes sur le découpage électoral, Mhm. sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale et aussi le calendrier des élections législatives Mhm. qui ont été données par l'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE. Moi, je pense, à mon humble avis, le timing est mal choisi. On ne peut pas ignorer une chose. On ne peut pas ignorer que le Tchad est un pays foncièrement religieux. Mhm. Voilà. Les gens tiennent tellement à la religion. Et donc, il faut aussi tenir compte de bruit de couloir, comme on le dit. Quand le peuple dit que non, ce que vous faites là, on n'en veut pas. Quand vous écoutez trois personnes dire que non, on peut mieux faire, mieux. Si les gens avaient contesté sans apporter des propositions, d'accord. Mais les gens ont contesté, ils ont fait des propositions. On a vu des prêtres qui ont été arrêtés, on a vu des gens qui ont été menacés et tout le reste. Mais tout ce que les gens proposent, les Tchadiens proposent aujourd'hui par rapport à ces textes-là et les échéances à venir, c'est pour rendre la chose plus inclusive, plus crédible. Donc, si on revient sur le découpage électoral, on ne modifie pas ces textes-là. Mhm. Si on ne modifie pas la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, il y a un problème. Mhm. Et si on ne change pas aussi le calendrier, il y a aussi un problème parce que en décembre, certes, c'est décembre, c'est un mois comme tout autre, mais c'est quand même une période des fêtes chrétiennes, Mhm. et qui sont quand même les plus grandes fêtes fêtées au Tchad par cette confession-là. Donc, on ne peut pas appeler les Tchadiens à être en campagne pendant cette période et à voter pratiquement à la veille d'une nouvelle année. Il faut prendre du temps, Mhm. il faut se donner du temps, revoir les textes, faire une relecture de tous ces textes qui ont été validés. Pourquoi est-ce que ça crée autant d'écho Mhm. dans le pays? Et si nous voulons mettre en place des textes qui peuvent aider Mhm. à arranger la situation, à apaiser les cœurs, à refermer peut-être ces divisions qui existent, euh, une sorte de cloison pour que tout cela soit resserré, que ce cadre-là soit soudé. Mhm. On a besoin de prendre du temps, de modifier ces textes, de pousser peut-être les élections législatives, locales et tout ça au début de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a vraiment une urgence à aller aux élections législatives maintenant? D'accord. Puisque l'Assemblée qui est là, euh, si je ne m'abuse, elle a quoi? Elle a au moins 15 ans sans une élection. Oui. Donc,
si on se donne quelques mois pour mieux faire, c'est pas mieux? Ouais. Ou il faut aller rapidement, après une attente de 15 ans, Mhm. aller rapidement et faire, comme on le dit chez nous, du amkololo? Non. D'accord. Aujourd'hui, plus j'échange avec toi, plus j'ai ce sentiment. Tu as une approche, c'est pas que toi, mais au-delà de toi, le parti a une approche décomplexée de la politique. Notamment le fait que tu dises, en fait, c'est pas la fonction, c'est les Tchadiens d'abord. Aujourd'hui, tu parles du fait que c'est pas pour le parti, c'est que les gens veulent, le peuple a besoin de temps, de bien faire, il faut qu'on l'écoute, ainsi de suite. Il y a une approche assez décomplexée vraiment du milieu politique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Au- c'est comme s'il y a des propositions, il y a une approche tellement logique et basique, évidente, mais les gens n'aiment pas écouter les propositions. Quel est ton regard sur pourquoi est-ce que les gens sont arc-boutés sur leur position au point où ils ne veulent pas prendre les propositions, même les bonnes, en fait? Vous savez, ce n'est pas parce que, ton élève ou ton étudiant ne comprend pas que tu vas arrêter d'insister sur, la théorie. Il faut donc insister sur la théorie. Je ne sais pas si les gens ne veulent pas ou n'ont pas la volonté, ou c'est parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont est meilleur que ce qui est proposé. Une chose. Mais il faut essayer au moins ce qu'on te propose. Moi, je pense qu'au point où nous sommes parvenus, il faut être capable d'accepter les propositions. Il faut être capable de discuter. Il faut être capable de dialoguer. Nous sommes un peuple. Vous savez, nous avons la chance d'avoir quand même deux jeunes leaders, Succès Masra et le président Mamad aujourd'hui, qui sont très jeunes, qui ne sont pas obligés donc de porter les péchés de leur père pour père. Non, ils ne sont pas obligés. Ils sont jeunes, donc ils peuvent être sur la voie une nouvelle vision d'un nouveau cadre que nous voulons. Il faut que les gens ouvrent leur cœur pour se dire que ce que les autres proposent, ce n'est pas pour anéantir le pays. Ce n'est pas forcément politique. Il y a pas que des calculs politiques. À un moment donné, à une époque d'un peuple, on met les calculs politiques de côté pour répondre aux aspirations de ce peuple-là. Que les gens dialoguent pour trouver une solution plus inclusive. Parce que nous ne sommes pas venus pour dire que tel Tchadien est blanc, est noir, et qu'il faille absolument le changer avec notre Tchadien. Comment est-ce qu'on peut le transformer pour qu'il puisse transformer la vie des Tchadiens? Et ça, le mot transformateur, c'est aussi ça. On est venu pour transformer, pas pour remplacer. On n'est pas venu pour balayer, non. On est venu pour transformer ce qui existe déjà. Et c'est pour ça, il faut que les gens ouvrent leur cœur. Il faut que les gens fassent de la place pour écouter au moins ce que nous proposons. Nous sommes une force de proposition. Jusque-là, nous sommes restés cohérents dans ce que nous faisons. Et nous mettons sur la balance l'intérêt du peuple et l'intérêt politique. Mais devant l'intérêt du peuple et l'intérêt politique, c'est toujours l'intérêt du peuple qui prime. Voilà. Je pense que avec cette belle phrase, on tire vers la fin. Je voudrais qu'on amorce la dernière étape. Je pense que c'est l'étape pour laquelle tu ne t'attendais pas. Et donc, c'est juste quelques questions. Et l'idée, c'est simplement que tu puisses donner une réponse, une seule, directe. Peut-être, si tu veux expliquer, tu es libre de le faire. Mais c'est des questions pour que les gens qui nous connaissent mieux, enfin, qui nous suivent habituellement, puissent te connaître mieux, puissent savoir au-delà des arguments, au-delà du profil qui est impressionnant, ce que tu penses. Et donc, sans plus tarder, je vais procéder à mon questionnaire. D'accord. Quelle est ta chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est Ndo de Dunia Danper. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné. Mon père m'a dit un jour qu'il n'a pas de conseil à me donner, mais qu'il me fait confiance. Quelle est la chose que la plupart des gens ne savent pas à ton sujet? Je suis quelqu'un de très simple. Même si, en me regardant de dehors, on pense que je suis peut-être très rigide. Si tu pouvais te voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, qui choisiras-tu et pourquoi?
Je pense que je me choisirais. Et pourquoi? Parce que je suis la multiplication de plusieurs personnes. Et je me retrouve en plusieurs personnes à la fois. Et c'est ce qui me constitue. Quelle est la chose que tu regrettes n'avoir pas fait? Ce que je regrette n'avoir pas fait, peut-être je ne regrette pas parce qu'il n'est jamais trop tard. Je suis encore en vie, donc tout est encore possible. D'accord. Voilà. Quelle est la plus grande injustice que tu penses avoir subie? La plus grande injustice, peut-être ça va être un peu, pas personnel, mais un peu politique. La première fois que nous étions sortis pour distribuer des drapeaux, avec la campagne Un Tchadien, un drapeau, les gendarmes nous ont tiré dessus, les GMIB donc nous ont tiré dessus. Et pour moi, c'est la pire injustice parce que le drapeau d'un pays, c'est une identité commune à tous les Tchadiens. Et on n'a jamais pensé, imaginé que cela allait faire l'objet d'une telle répression. D'accord. Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais enseigner à quelqu'un? La persévérance et le courage. Okay. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans la vie? La leçon la plus importante, faire ce qu'on aime faire. Quelle est la décision la plus difficile que tu aies dû prendre? La décision la plus difficile, c'est de m'engager complètement et définitivement en politique. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? Le courage. Quel est le rêve que tu n'as pas encore réalisé? Le rêve que je n'ai pas encore réalisé, c'est de faire du Tchad le plus beau pays d'Afrique. D'accord. Avant-dernière question. Si je te demandais de dire une chose positive et une chose négative du mouvement des transformateurs, que dirais-tu? Une chose positive, une chose négative. Ouais. Je vais peut-être commencer avec la chose négative. Ce qui est négatif chez les transformateurs, c'est toujours difficile de trouver ce qui est négatif en soi. Ce qui est négatif chez les transformateurs. Je pense que d'une manière générale, les transformateurs, membres comme sympathisants, beaucoup ont du mal peut-être à aborder les critiques avec moins de passion. D'accord. Je pense que c'est un côté un peu négatif, mais est-ce que c'est vraiment propre au parti? Mais c'est un constat global. Même si personnellement, ce n'est pas comme ça que moi j'agis, ou bien d'autres membres n'agissent pas comme ça. Mais je pense qu'il n'y a que ça. Il ne va pas d'autres... voilà. Et la chose positive? La chose positive, c'est notre persévérance. Notre persévérance et le courage que nous incarnons. Notre leader disait un jour que le courage est contagieux. Et je pense que notre point fort, c'est ce courage et cette persévérance que nous avons. Et nous espérons que ce Tchad sera transformé tôt ou tard, avec ou sans nous, mais au moins que les semences ont été sémées pour permettre d'avoir un Tchad transformé demain. D'accord. Si tu devais dire une chose au président que tu n'as pas encore dit, quelle serait? Ce que je n'ai pas dit au président. Le président de mon parti, tu veux dire? Ouais. Alors, ce que je n'ai pas encore dit au président, tu as l'espoir d'une
d'une génération et l'espoir d'un peuple. Ne lâche pas. Si tu devais te voir dans 5 ans, dans quelles conditions, dans quel contexte te verras-tu? Alors, dans 5 ans, tout dépendra. J'appartiens à un corps politique qui a donc une vision, une stratégie. Peut-être que je vais porter la voix du peuple. D'accord. Si tu devais changer une chose au Tchad, une chose en Afrique et une chose dans le monde, peut-être ces 3 choses. Ce que j'aimerais changer au Tchad, c'est le leadership au sommet de l'État. Un leadership transformationnel qui serve les Tchadiens. Avoir des dirigeants serviteurs capables de se soucier du peuple. Dans la vie, comme disait Martin Luther King, il y a 3 dimensions de la vie. Il y a la longueur de la vie, il y a la hauteur de la vie, il y a la largeur de la vie. La longueur de la vie, c'est l'atteinte de ses objectifs personnels. La hauteur de la vie, c'est la croyance à un être supérieur. La largeur de la vie, c'est de penser aux autres, à la communauté. Et donc, avoir des dirigeants capables de se soucier des autres. S'ils ont, par exemple, une voiture V8 demain et que le voisin qui est en train de mourir d'une maladie quelconque, qu'il soit capable de vendre ça ou bien de le porter dans ça pour l'emmener à l'hôpital. C'est ce Tchad-là nous voulons, un Tchad de solidarité. Et d'ailleurs, même, je plaide même pour qu'on ait une journée nationale de solidarité, selon du bon voisinage, pour que chaque voisin, à cette période-là, puisse visiter son voisin et apporter ce que lui peut apporter pour améliorer sa condition de vie. En Afrique? Alors, en Afrique, je demanderais aux nouvelles générations d'être décomplexées, de se donner tous les moyens, de se donner les outils pour être au même niveau de compréhension que les autres jeunes, les autres continents. Ce n'est qu'à travers cela qu'on peut être capable de tenir tête à l'autre. Ce n'est qu'à travers cela qu'on peut mesurer notre force et notre intelligence vis-à-vis des autres. Et aussi d'éviter d'être dans l'émotion. Nous avons appris de nos aînés, les Lumumba sont tombés, les Sankara sont tombés, des mesures. Est-ce que nous avons assez appris d'eux pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'eux? Et dans le monde, qu'est-ce que tu changerais? Je veux un monde plus juste, un monde sans guerre, un monde moins hypocrite, où on ne parlera pas des grandes puissances et des petites puissances. Un monde dans lequel on parlera peut-être des pays riches et des pays moins riches. Et que ces pays riches aident ceux qui sont moins riches à atteindre un niveau. Parce qu'à force de nourrir 9 pauvres, tu finis par devenir le 10e. Il vaut mieux travailler de sorte à ce qu'il y ait une communauté internationale qui soit vraiment une communauté. Qu'il n'y ait pas de guerre, que les gens ne créent pas de guerre pour des intérêts économiques, que les gens ne créent pas de guerre pour des positionnements politiques, mais qu'on accepte en fait que ce monde reste en paix. C'est tout ce que je souhaite pour ce monde-là. Je viens de penser à une question que je n'ai pas préparée, mais je vais te la poser. C'est juste oui ou non. Seras-tu candidat aux législatives prochaines? Je ne sais pas si je peux répondre oui ou non, parce que ça demande peut-être une explication. Même si je veux bien, tout dépendra de l'orientation de mon parti politique. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si je devais faire quelque chose d'ici 5 ans, qu'est-ce que je serais? Oui, qu'est-ce que je ferais? J'ai dit, je porterai la voix de mon peuple. Et donc, de ce fait, j'accepterais d'être peut-être candidat si jamais le parti décide d'aller aux élections. Parce qu'il y a les conditions qu'on vient d'énumérer. Est-ce que ces conditions vont être respectées? Est-ce que l'ange va être restructuré ou pas? Est-ce qu'on y va avec ça? Le parti décidera d'y aller ou non. Déjà, il faut que cette question soit résolue. Et en ce moment-là, on parlera de ma candidature ou non pour le poste de député ou de sénateur, pourquoi pas, ou de maire. Il y a tellement d'élections cette année. Mais nous appartenons à un corps politique qui a donc des règles à respecter. Et nous nous soumettons à ces règles-là. Et le moment venu, si le parti décide selon sa stratégie et sa feuille de route, c'est important pour nous d'y aller, on choisira en ce moment-là des candidats pour représenter le parti.
Et si on me fait appel, pourquoi pas? C'est vraiment une réponse d'homme politique, ça. On arrive donc au terme de cet échange. Je voudrais te remercier. Je te laisserai le mot de fin. Mais le dernier mot que je voudrais dire, c'est te remercier pour ta disponibilité, pour la façon sympa que cet échange a eu lieu. Merci surtout parce que je sais que c'est pas évident, tu as beaucoup de courses et tu as décidé, tu as accepté de faire un temps dans ton agenda pour qu'on puisse échanger. J'espère que tous ceux qui nous regardent vont apprécier et merci pour la richesse de cet échange. Je clôture simplement avec une doléance, c'est qu'il faudra qu'en tant que stratège du parti, tu dises au président à son prochain passage ici qu'il est le bienvenu sur cette plateforme. J'espère qu'il fera aussi du temps pour qu'on puisse avoir un échange peut-être plus long parce que lui, on a beaucoup de choses à lui poser comme question. Oui. Donc, qu'à son prochain passage à Paris, on puisse s'asseoir, discuter 1 heure, 2, 3 peut-être. Oui. Et donc, c'est la seule doléance que j'aurais pour toi. Donc, je te laisse le mot de fin pour ce numéro. Alors, je commencerai donc par cette doléance. Le président Succès est une personne qui aime discuter, qui aime débattre. Je pense que s'il a l'occasion, en tout cas, de le faire, il le fera avec beaucoup de plaisir, comme il le fait déjà chez les autres, comme Alain Morta et tout le reste. Mot de fin. Ce que j'aimerais dire, c'est déjà te remercier, toi, pour cette opportunité donnée, pour m'exprimer et partager ma petite expérience et mon modeste parcours avec les autres Tchadiens et d'autres Africains, en tout cas pour peut-être que certains puissent puiser dans ce que j'ai fait de bien pour eux-mêmes et pour leur entourage. À la jeunesse tchadienne, que je m'adresse, c'est de continuer à être fier de leur pays, de continuer à travailler dur pour que ce pays puisse changer. On a fait un constat comme quoi il y a beaucoup de jeunes Tchadiens qui sortent du pays et qui n'ont pas l'intention d'y retourner. Je dirais quelqu'un, il ne faut pas changer de pays, il faut changer le pays. Et pour changer le pays, il faut être dans le pays. Beaucoup me disent que non, mais pourquoi il faut repartir en France maintenant que tu n'es plus conseiller et tout le reste. Non, on est rentré pour changer des choses au pays. Je suis venu en France pour un objectif bien déterminé. J'ai fini ce que je suis venu chercher. Et bien, je repars au Tchad pour apporter ma pierre à l'édifice. Si ça doit s'arrêter demain, au moins j'aurai joué mon rôle. Donc, que chaque jeune Tchadien puisse s'engager à fond dans son domaine. Tout le monde n'est pas obligé de faire la politique, même si la politique nous tient toujours dans tous les secteurs, mais au moins que tout le monde puisse s'engager. Le devoir d'agir, ce devoir-là, c'est propre à tous les citoyens. Être un citoyen, j'ai envie de dire, c'est être en fonction. Être en fonction pour son pays, être en fonction pour sa communauté. Et donc, que les gens n'oublient pas la largeur de la vie, qu'ils puissent agir pour leur communauté, qu'ils puissent briller pour porter haut le drapeau du Tchad, comme nos frères l'ont fait cette année aux Jeux Olympiques. Ou bien, quelqu'un disait par exemple que le fait de voir les Tchadiens chanter l'hymne national sur Canal+, c'est déjà une victoire pour nous. Donc, mettons cet esprit de gagnant, de vainqueur en nous pour avancer et faire briller ce pays-là. Ensemble, nous pouvons changer les choses, en mettant de côté nos égos, en répondant politiquement à la demande du changement du peuple. Les partis politiques, les leaders d'opinion, les leaders politiques doivent être capables, comme à l'image de la France, comme le Premier ministre Barnier vient de le faire, c'est de consulter toutes les forces en présence et trouver un consensus pour que ce qui va être mis en place comme gouvernement ou institution de la République puisse servir à apaiser les cœurs et à répondre à la demande donc, du changement de la population tchadienne. Voilà, merci. Merci beaucoup.